Il est 9h12, merci d'être avec nous. On va revenir bien entendu sur ces sondages qui ont évolué. Ce sera avec Félix Mathieu dans quelques instants. Et au 0826 300 300, vous voulez réagir comme Frédéric qui nous appelle de Paris. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour tout le monde. Bon, qu'est-ce qui vous fait réagir, vous, dans l'actualité ce matin? Il y a notamment cette question autour d'Emmanuel Macron qui coupait peut-être l'herbe un peu sous le pied de la droite, là, avec le durcissement des visas. Enfin, le durcissement. Normalement, c'est l'application, finalement, de la loi, quoi. Oui, vous avez raison. Moi, j'ai le même sentiment que vous. Bon, il veut appliquer la loi, d'accord, mais n'oublions pas qu'il est en campagne électorale et je pense qu'il veut faire plaisir aux gens de droite. Mais s'il voulait avoir une parole présidentielle forte, il faudrait aller jusqu'au bout de cette loi et de dire, mesdames et messieurs des pays concernés, puisque vous ne voulez pas respecter votre partie de cette loi, et ben moi je coupe totalement les visas. Il fait une demi-mesure. Il fait plaisir à la droite par une demi-mesure dont j'émets les plus grands doutes sur sa réelle application. Parce qu'il va falloir, d'ici que les circulaires qui vont bien soient faites au ministère des Affaires étrangères et qu'elles arrivent dans les ambassades et consulats concernés, il va se passer, je pense, un certain nombre de mois. On sera à l'approche des élections et tout le monde aura oublié cela. Donc oui, effectivement, je pense qu'il veut faire plaisir à la droite, tout en faisant plaisir à la gauche. Le gouvernement a annoncé que le chèque énergie allait être augmenté, qu'il y a le chèque alimentaire qui arrive l'année prochaine. Voilà, il s'adresse à toutes les différentes parties des électeurs. C'est le centriste, alors. C'est le centriste idéal, alors, si on vous écoute, non, Frédéric? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un centriste idéal. Moi, centriste, certainement, ou alors il recherche un point milieu, un peu comme faisait M. Hollande. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il recherche une sorte de synthèse, un petit peu au milieu, de se mettre au milieu du gué, parce que c'est peut-être là qu'il y a le moins de courants puissants, que sur les côtés, ça peut quand même emmener son navire, et le drosser, voilà. Oui, non mais alors c'est intéressant. J'aimerais en fait, avant de prendre Yann Hamel qui est avec nous aussi, qui a écrit en fait ce livre autour de Xavier Bertrand, sur ce que vous dites, c'est une démonstration finalement. Vous dites, sur les côtés, voilà, aux extrêmes, il y a la fameuse radicalité que l'on évoquait tout à l'heure, hein, donc avec bien sûr Elisabeth Lévy et Alexis Poulain, et puis au milieu, c'est le centre, hein, pardon, mais il y a Emmanuel Macron, Alexis Poulain et Elisabeth Lévy. C'est du centrisme, alors, ce qu'il est en train de faire? Non, alors Elisabeth. Bon, alors allez-y. C'est pas tout à fait du. Alors d'abord, je félicite notre auditeur qui a fait une excellente analyse. Merci beaucoup. Comme tous nos auditeurs qui nous appellent. Hein. Absolument. Voilà. Mais je veux dire, celle-là a été particulièrement, je trouve, pertinente. Simplement, je ne dirais pas que c'est du centrisme parce que là, il donne de tous les côtés, si vous voulez. Et je dirais que c'est plutôt encore une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, c'est-à-dire que demain on expulse gratis, demain on se chauffe gratis, il faut profiter absolument de ces 7 mois pour exprimer nos revendications, hein. Mais juste, je voudrais juste enfoncer encore un peu le clou, là où vous avez raison, c'est que en plus cette mesure annoncée comme drastique, si vous voulez, alors c'est vrai, il y a beaucoup elle ne concerne pas les installations en France, en réalité. Elle concerne les va-et-vient qui sont très nombreux et ça va effectivement pénaliser beaucoup de gens qui viennent pour affaires, qui viennent pour voir leur famille ou qui viennent tout simplement pour visiter la France. Mais vous avez raison, j'ignore si le temps que ces consignes arrivent à nos consulats et à nos ambassades, l'élection ne sera pas passée. Donc c'est effectivement, Alexis en même temps, c'est plus symbolique que drastique, je suis d'accord avec vous. Moi, ce que j'y vois surtout, c'est incroyable comme à quelques mois d'une élection présidentielle, tout est possible. D'un seul coup, on débloque plein de choses, on arrive à faire des politiques qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est ça qui est insupportable, en fait. C'est de voir que on est dans la campagne et donc tout devient possible. Avant ça, tout est impossible ou alors c'est compliqué, etc. Donc, c'est vraiment rageant de voir que l'inaction, elle est organisée au plus haut niveau et qu'on se bouge parce que maintenant, il y a des voies à prendre. Ça, c'est insupportable. Yann Hamel, c'est pas centriste, un petit mot. C'est opportuniste.
ministre. Juste oui, rajouter un petit mot. Je crois que, je ne sais pas si c'est l'analyse que fait Emmanuel Macron, mais nous, on aurait tort de croire que l'immigration, ça ne fait que la question de l'immigration n'intéresse que les gens de droite. Ouais. Dans tous les sondages, dans tous les sondages, on voit que, y compris les électeurs et les sympathisants de la France insoumise, sont très préoccupés par ce qui est en train de se passer de ce point de vue-là. Donc, ça touche tout je le ne monde. sais pas si on le sait. Même si dans les sondages, ce qui est assez étonnant, quand il y a des sondages sur les sujets qui interpellent les Français et qui les inquiètent, c'est beaucoup la santé, l'environnement aussi qui reviennent souvent. Donc, mais parce que ça c'est les questions qui engagent leur avenir comme individus. Oui. Donc c'est vrai, ça, et ils en parlent d'abord, mais arrêtons de croire que l'immigration qui engage notre avenir collectif, qui change le visage de notre pays, ne les intéresse pas, au contraire. Bon, Yann Hamel, bonjour. Bonjour. Merci, vous êtes en duplex avec nous, journaliste au Point, auteur d'essais politiques, dont Xavier Bertrand, l'Obstiné, aux éditions L'Archipel. Alors, on va dévoiler un petit peu ce que vous dites, parce que les auditeurs, comme nos éditorialistes et Cécile, se disent, mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'Obstiné et au moment où on parle beaucoup de lui, là, en fait, la balle est un peu dans son camp dans les 2 mois qui viennent, quoi, notamment face à la montée de Zemmour, on va le voir dans un instant. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela ? Yann Hamel. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre, l'Obstiné ? L'Obstiné, effectivement, je veux dire, il est candidat au présidentiel depuis, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans. Moi, je l'ai rencontré il y a une douzaine d'années, il pensait déjà au présidentiel. Pendant longtemps, quand on citait le nom de Xavier Bertrand, il devait y avoir 1% des gens qui disaient « oui, pourquoi pas ». Maintenant, il est à, je ne sais pas, les derniers sondages. Quoi. On va le voir dans un instant, mais oui, on va le voir dans un instant. Mais est-ce qu'il vous donne quand même l'impression de, justement, vouloir rassembler ? Parce que là, vous avez entendu, on parlait, d'un côté, il y a la radicalité, puis de l'autre, il y a le centre, là où est un peu Emmanuel Macron. Tout à fait. C'est compliqué avec Xavier Bertrand parce qu'il y a 1 an, et c'était la droite sociale. Il se présentait comme un séguiniste. Depuis 1 an, au contraire, je veux dire, il tient des propos, à mon avis, qui sont plus à droite que Marine Le Pen elle-même. Je veux dire, il propose 50 ans de prison pour les terroristes. Pourquoi pas 150 ans. Alors qu'avant, il se présentait comme un homme, disons, de centre droit, presque de centre gauche. Donc il a complètement basculé pour essayer de rattraper l'électorat républicain, ou ce qu'il pense être l'électorat républicain. Oui. Alors dans votre livre, il faut dire, c'est beaucoup l'entourage et puis des gens qui ont travaillé avec lui qui parlent. Hein, et c'est à travers ça qu'il y a ce portrait de Xavier Bertrand, parce que lui-même, je crois, il a refusé de répondre à votre interview, ou alors c'était un choix ? Non, il a refusé. Pourquoi, selon vous ? Écoutez, moi j'ai écrit un livre il y a 11 ans exactement, qui s'appelait Xavier Bertrand, les coulisses d'une ambition. Et là, il m'avait reçu parce que quand je m'étais rendu à Saint-Quentin, j'avais rencontré des amis, des proches de Xavier Bertrand, et là, il m'a reçu. Bon. Et ce qui s'est passé, c'est que ses proches se sont fâchés avec lui. Et à partir du moment où j'ai rencontré ses proches, toutes les portes se sont fermées et Xavier Bertrand a refusé de me voir. Et il faut rappeler qu'en 2008, le premier livre qui avait été écrit sur Xavier Bertrand s'appelait Le Chouchou, écrit par 2 journalistes. Et là, de la même façon, il avait refusé de les voir parce que si on ne lui est pas favorable, il ne veut pas, il ferme la porte. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de dialoguer, si vous n'êtes pas d'accord avec lui. C'est ça qui est frappé. Oui, alors ça c'est intéressant parce qu'à un moment donné, là, on se dit qu'il va falloir dialoguer, notamment dans la famille des Républicains et dans la grande famille de la droite. Et même lui, s'il veut rassembler un peu à gauche, hein, si jamais il se profilait un 2e tour pour lui. Et vous dites que là, il ferme la porte bien souvent. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'il a une image effectivement du type sympathique, du bon gros sympathique, mais en privé, où les gens, par exemple, du conseil régional, parce que j'ai rencontré énormément de gens du conseil régional, c'est quelqu'un absolument odieux. C'est ça qui frappe, je veux dire. Quand vous le connaissez un peu, moi à Saint-Quentin, à Lille, c'est quelqu'un qui est détestable. Raconter, je veux dire, quand on dit méchant, ça fait expression de gamin, mais c'est un petit peu ça. Je veux dire. Il humilie les gens. Je veux dire, c'est quelqu'un qui n'écoute personne. Ouais. Et là, c'est surtout ça qui m'a frappé chez le personnage.
Ouais. Détestable ou alors détesté parce que parfois il veut faire appliquer aussi peut-être des décisions et des mesures, quoi. Comme un chef, entre guillemets, quoi. Ah, tout à fait. Il est comme Macron, je veux dire, c'est effectivement, il n'y a que lui qui décide. Au Conseil régional des Hauts-de-France, il n'y a que Xavier Bertrand. Ouais. Question peut-être d'Elisabeth Lévy ou Alexis Poulain. Non, je suis très intéressé par ce que j'entends, parce que ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, il arrive à donner une image assez différente de celle-là, cher Yann Hamel. C'est pas du tout, il a une espèce d'image de rondeur, de type qui écoute, et vous êtes en train de nous décrire totalement l'inverse. Donc je trouve ça très intéressant. Par ailleurs, je ne sais pas si ça c'est une question d'appréciation, mais je suis pas sûr que les Français le trouvent vraiment charismatique. J'ai un peu l'impression que sa place dans les sondages, c'est un peu une place par défaut. C'est-à-dire que finalement, sur cette image, Yann Hamel, puisque vous qui avez mené l'enquête aussi, est-ce qu'il peut dégager un certain charisme ou pas ? Difficile de répondre, non, il n'est pas très charismatique. Il l'est plus qu'autrefois, hein. Encore une fois, je me souviens des sondages quand il voulait prendre la tête du mouvement gaulliste ou néo-gaulliste, il était à 1%. Là, maintenant, il est quand même à 13% ou 15%. Oui. Donc, il est un peu plus populaire. Oui. Question et remarque avec Cécile. Mais vous dites dans votre livre qu'il a quand même un bilan assez positif, parce que quand il était au ministère du Travail, il y a quand même énormément d'amendements, de lois qui sont passées sous sa coupelle, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui veut faire bouger les choses. Tout à fait. Mais moi, j'ai vu une énorme différence entre en 2010, où effectivement c'était un bon ministre, et je l'ai écrit dans mon premier livre, où c'est quelqu'un qui faisait savoir. Il a toujours fait savoir, mais il faisait. Tandis qu'aujourd'hui, je trouve quelqu'un qui est dans la communication. Et qu'a-t-il fait à Saint-Quentin ? Vous allez à Saint-Quentin, c'est la ville où vous trouvez le plus facilement acheter une maison, parce que la population diminue. Alors, il a été élu pendant des années à Saint-Quentin. Qu'a-t-il fait ? Je veux dire, au niveau de la région, il y a la Cour des comptes qui a fait un rapport en février qui est accablant. Il affirme qu'il devait créer 60 000 emplois par an. Et la Cour des comptes constate qu'il n'y a même pas un outil pour voir s'il a créé des emplois. Mais il est dans la communication, oui. Alors, vous parliez, Yann Hamel, des intentions de vote, et c'est vrai qu'il a progressé par rapport à ce qu'il représentait auparavant. On va voir d'ailleurs, parce qu'il y a un sondage. Alors, un sondage, encore une fois, on ne gouverne pas avec les sondages, et c'est une photo à un moment T. Mais c'est toujours intéressant quand même de les donner. Et là, dans le factuel, ce matin, avec vous, Éric Zemmour, on va voir avec Félix Mathieu. J'ai été troublé par cette sonnerie en fait de téléphone. C'est Xavier Bertrand qui l'appelle pour l'engueuler. Félix Mathieu, Éric Zemmour est donné à 3 points derrière Marine Le Pen, c'est-à-dire que c'est en train de bouger énormément, cette progression qui rebat les cartes par rapport aux précédents sondages et qui pourrait d'ailleurs remettre en cause aussi le leadership de Marine Le Pen. Oui, en remontant seulement 4 mois en arrière dans ce même sondage Harris Interactive pour Challenge en mai 2021, Marine Le Pen était alors donnée à 29% des intentions de vote. Ça fait quasiment le double de ces 16% d'aujourd'hui. Alors à l'époque, le magazine Challenge, justement, titrait sur l'implacable poussée de Marine Le Pen, la seule à se détacher au premier tour devant le président sortant Emmanuel Macron. Aujourd'hui, donc, avec ses 16% d'intentions de vote, dans ce dernier sondage, elle se trouve talonnée par plusieurs autres candidats qui sont un peu sous les 15%. Éric Zemmour, Xavier Bertrand ou même désormais Jean-Luc Mélenchon qui se trouve juste derrière Marine Le Pen. Oui, et si on remonte même un peu plus loin, Félix, les sondages ont quasiment toujours pronostiqué, depuis quelques mois, une affiche Macron-Le Pen pour 2022. Oui, le champ de bataille demeure outrageusement dominé par les deux finalistes de 2017. Ça, c'est ce qu'écrivait le journal du dimanche en début d'année. Il commentait alors une étude, un IFOP pour le JDD et pour Sud Radio. Alors, en fonction des différents scénarios pour 2022, ces deux-là étaient donnés autour de 25% des suffrages au premier tour. Et tous les autres, alors, étaient loin derrière, 10 points derrière. En fait, ce ne sont pas tant les autres qui sont montés depuis, mais la présidente du RN qui a donc plongé vers tous les autres. D'ailleurs, déjà dans les articles qui commentaient ces sondages, les commentaires soulignaient ce paradoxe des sondés qui disaient ne pas vouloir rééditer l'affiche de 2017
et ces résultats de sondage qui pourtant dans les faits semblaient aller dans ce sens, une affiche qui pourrait donc être finalement remise en cause à en croire ces derniers sondages. Oui, bon, avec une interrogation qui peut bouleverser et changer cette affiche. Alexis Poulain et Yann Hamel, on va conclure. Ça dépend. Aujourd'hui, c'est clairement Éric Zemmour qui a toute l'attention des médias, mais c'est vraiment aussi le jeu des médias qui font monter ensuite par les sondages. Ouais. Mais regardez, Marine Le Pen, elle a beaucoup moins d'attention médiatique qu'auparavant. Elle a fait une conférence de presse hier, ça n'a pas du tout été une déflagration comme ça aurait pu l'être il y a quelques mois. Donc c'est un choix aussi dans la priorité éditoriale de dire tiens, on va faire monter Zemmour en ce moment parce qu'il est bankable. On va le faire monter, mais c'est-à-dire qu'on va l'interroger. Il fait des vues, il fait de l'audience, donc on l'interroge. Et puis il est nouveau. Oui, mais il y a la prime à la nouveauté. En l'interrogeant, il pourrait très bien être pris en défaut. D'accord, mais vous avez des candidats. Non, mais vous avez des candidats qui viennent d'associations citoyennes, etc., portés par des associations qui n'ont pas du tout de visibilité médiatique et pourtant qui sont candidats, qui ont aussi en train de construire un programme citoyen. Donc il y a un choix dans la façon dont on met en scène ce combat et ces idées. Et je crois que des surprises. On n'est qu'au début de cette campagne. Elle n'a même pas encore commencé. On est en train d'acheter les QG de campagne. On n'a pas encore les millions nécessaires pour faire campagne. Donc, on est là dans la pré-campagne. Et donc, une campagne présidentielle, c'est que des surprises. Donc là, c'est vraiment un début déjà prometteur. Oui, bon, tiens, à propos de QG de campagne, il paraît que, ça y est, Éric Zemmour est en train d'avoir un QG de campagne. À côté de l'Élysée. À côté de l'Élysée. Tiens donc, carrément. Un mot, Yann Hamel, avec votre livre Xavier Bertrand, L'Obstiné. L'une de ses difficultés, c'est de rassembler aussi beaucoup des leaders de droite autour de lui. On pense à un certain Nicolas Sarkozy. C'est pas franchement la grande entente entre eux. Il ne faut pas oublier qu'en 2012, le soir de la défaite de Nicolas Sarkozy, donc dans les locaux de l'UMP, il y avait plus grand monde, il y avait quelques journalistes qui traînaient encore, et il y avait Xavier Bertrand qui allait vers les journalistes en leur disant « mais c'est normal qu'on a été battu, ce nul, maintenant… » alors qu'il passait pour le plus sarkozyste des sarkozystes. Oui. Et le soir même de la défaite, il tapait sur Sarkozy. Ouais. Et je crois qu'il faudrait citer le maire de Troyes, Barouin, qui disait aucun des ministres qui étaient au gouvernement avec Xavier Bertrand ne fera campagne pour lui tellement il est méchant et il fait des coups dans le dos. Oui, bon, évidemment, ambiance. Hein. Merci en tout cas, Yann Hamel, Xavier Bertrand, L'Obstiné aux éditions L'Archipel. Dans un instant, on va poursuivre sur un sujet qui vous interpelle beaucoup.